C'est le commencement d'une nouvelle vie en 1911. Vous connaissez certainement ce peintre norvégien grâce à son chef-d'œuvre intitulé Le Cri qu'il réalise en 1893 à l'âge de 30 ans. Edvard Munch est célèbre pour être l'un des pionniers de l'expressionnisme. Autrement dit, ses œuvres révèlent souvent une émotion, un état d'âme plutôt que la réalité du monde extérieur. Les couleurs sont plus franches, les lignes sont plus souples et vont à l'essentiel afin d'exprimer quelque chose de profond et d'intérieur. C'est l'un des premiers à avoir incarné de cette façon l'angoisse et l'anxiété. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas nous concentrer sur ce sentiment. Au contraire, nous allons nous pencher sur une autre partie de son œuvre, beaucoup plus joyeuse. Si vous suivez cette série de vidéos, vous savez déjà que nous allons nous attarder sur la période qui englobe l'année 1911. Ces différents épisodes ont pour but de montrer comment les grands artistes qui ont façonné l'art moderne ont vécu cette année déterminante. Quelles œuvres ont-ils créées? Pourquoi sont-elles importantes aujourd'hui? Comment nous permettent-ils de mieux comprendre ce moment clé de l'histoire, point de convergence des avant-gardes artistiques? Perdant très jeune sa mère, puis sa sœur aînée, le jeune Edvard est quelqu'un de fragile et d'hypersensible, vivant une enfance difficile. Né en 1863 dans les environs de Christiania, ancien nom d'Oslo, capitale de la Norvège, il est issu d'une famille plutôt bourgeoise et profondément religieuse. C'est sa tante qui, s'occupant de lui et de ses frères et sœurs, après le décès prématuré de sa mère lorsqu'il avait 5 ans, l'encourage dans sa passion pour le dessin. Il trouvera très vite un sens à sa vie en peignant. Après avoir eu le droit à une grande exposition de ses œuvres en 1889 à Christiania, Munch reçoit une bourse de l'État norvégien et se rend à Paris pour la seconde fois, où il se familiarise avec les peintres contemporains de l'époque. Les impressionnistes, Van Gogh, Gauguin ou encore Toulouse-Lautrec. Cette même année, son père meurt alors qu'il est encore dans la capitale française. L'artiste tombe dans une période de dépression et de profonde mélancolie. La peinture est un moyen salvateur pour exprimer ses émotions. Telle une autothérapie, ses coups de pinceau lui permettent d'exorciser sa souffrance. Malgré cela, Munch est quelqu'un d'ambitieux. Il ne souhaite pas uniquement dépeindre ses émotions personnelles. Il a envie de créer une œuvre totale qui incarne les différentes étapes et sentiments de la vie même. La joie, l'amour, la passion, le doute, le désespoir, l'angoisse. Dans Le Cri, le peintre ne représente pas un personnage en particulier. Son visage ressemble plus à une tête de squelette ou de fantôme qu'à celui d'un humain. En fin de compte, Munch tente de représenter un sentiment qu'il a vécu, mais qui devient universel grâce à son talent à peindre l'intensité de ce moment. Il faut savoir que Munch n'est pas un homme qui se pliait à un système ou à une théorie. Pour lui, tout découle de l'état d'âme ou de la qualité d'émotion qui avait amorcé le processus de création. Autre caractéristique de l'artiste, il apprécie répéter plusieurs fois un même motif, un même sujet, en reprenant une composition, un décor qu'il réutilise, réinvente, décline, en dessin d'abord, au crayon de couleur ensuite, puis en peinture, voire même en gravure. Ce procédé permet de comprendre comment l'artiste est véritablement habité par ses sujets. Cela donne même l'impression qu'il va jusqu'à l'épuisement d'un motif, et c'est peut-être ce qui lui permet aussi de produire des chefs-d'œuvre, car le plus réussi d'entre eux fera grandir sa notoriété, et les nombreuses impressions des lithographies, en noir et blanc ou en couleur, permettent la diffusion de son travail à travers le monde. Nous pouvons d'ailleurs observer comment la redondance du motif du pont ou du balcon, qui trace une diagonale dans l'espace du tableau, offre une perspective originale propre à l'artiste. Les œuvres que nous allons découvrir ensuite illustrent parfaitement ce principe. Par ailleurs, elles sont ancrées dans la seconde partie de la carrière de l'artiste. Munch est l'un des artistes qui a le plus voyagé à son époque, s'éloignant du destin malheureux de sa famille et de son pays natal, bien à l'écart de l'effervescence culturelle européenne. Après une jeunesse trépidante, nous verrons comment l'artiste se rapproche peu à peu de ses terres d'origine, aux environs de la quarantaine.
Malgré les critiques et le rejet par certains de son style loin de l'académie, nous verrons comment Munch va réussir à s'imposer et laisser définitivement sa trace dans le pays qu'il avait de si nombreuses fois quitté. En 1904, lors d'une intense journée d'été, l'écrivain Christian Gerloff, un ami proche d'Edvard, relate un moment passé en sa compagnie. Le soleil a tapé fort toute la journée, et nous l'avons laissé nous griller. Munch a travaillé un peu sur une peinture représentant une baignade, mais pendant la majeure partie du temps, nous étions allongés, assommés par le soleil, dans les plages de sable au bord du fjord, entre les gros rochers, laissant nos corps absorber tout le soleil qu'ils pouvaient supporter. Personne ne se soucie des maillots de bain ici. Les douces rafales d'un vent chaud de juillet sont le seul tissu entre nous et le soleil. Après s'être écarté du christianisme familial, Munch découvre le paganisme de la Bohème, et c'est naturellement qu'il vient à se rapprocher du vitalisme. Le vitalisme est une philosophie qui défend l'idée d'un principe vital qui permet la vie. L'homme n'est pas que de la matière. Entre le corps matériel et l'âme immatérielle, une coordination s'opère entre toutes les fonctions organiques. Munch veut nous montrer qu'il y a des choses invisibles qui jouent un rôle majeur dans l'articulation du visible. C'est justement la façon de peindre de Munch qui permet d'illustrer cette énergie qui anime les corps, les êtres et les astres. Le peintre vit un véritable tournant. Il décide de ne plus se lamenter, mais de se déployer et de nourrir sa vitalité. On retrouve certaines similitudes avec le vouloir, la volonté de puissance chez Friedrich Nietzsche. La pensée du philosophe allemand est animée par le vitalisme. Vivre, c'est donner libre cours à une énergie créatrice, un élan vital. Cette force peut prendre la forme de la création artistique où elle s'exprime librement sans nuire à autrui. Nietzsche invite à assumer sa subjectivité, son style, sa liberté afin de se trouver soi-même. Munch lui rend hommage 5 ans après sa mort avec ce portrait commandé en 1905 par le Suédois Ernest Thiel. Le collectionneur possédait déjà des œuvres de Munch, mais le portrait de Nietzsche marqua un regain d'intérêt et il acheta plusieurs tableaux et un grand nombre d'estampes. Cela améliora considérablement la situation financière de Munch et on dit que le prix de ses œuvres augmenta après le mécénat de Thiel. C'est dans un immense décor qui occupe l'artiste pendant plusieurs années que l'on ressent cet appel mystique à une force vitale et que l'on trouve l'apothéose de l'adoration du soleil. Tout est mouvement et lumière. Dieu est en nous et nous sommes en Dieu. Dieu est tout. Tout est en nous. Il y a en nous des univers entiers. En 1911, Munch a 48 ans. Quelques mois plus tôt, un appel à candidature avait été lancé pour inaugurer la nouvelle salle de cérémonie de l'université d'Oslo, Aula, construite à l'occasion du centenaire de l'université. À ce stade, Munch prend les choses en main. Ce concours est d'une importance majeure pour lui. Alors qu'il est en bonne posture pour construire une véritable carrière à l'échelle européenne en ce début de siècle, sa notoriété dans son pays d'origine se fait pourtant attendre et sa vie personnelle complexe lui fait des siennes. Fragile émotionnellement, anxieux face à la mort, dépensier compulsif, l'artiste gère mal son rapport à l'alcool et aux drogues et ses relations professionnelles comme sentimentales se terminent souvent en dispute. Après un séjour au Danemark pour soigner son alcoolisme et ses dépressions nerveuses, il souhaite redorer son image dans son pays natal. La commande de Lola se retrouve au centre de ses efforts. Après cette longue convalescence à Copenhague, il émergea plein d'énergie et pourvu d'une esthétique renouvelée. Sa vision plutôt négative de l'existence commença à disparaître. Est-ce le soleil qu'il regarde par la fenêtre dans son autoportrait de 1909, laissant derrière lui ces démons qui le hantaient dans sa jeunesse? J'ai vu l'individu unique depuis l'instant où la lumière est entrée en lui. Comment son désir s'est développé, lentement mais sûrement. Il a crié pour demander sa nourriture, il a vu le soleil et a tendu ses bras vers lui.
Il travaille sans relâche sur les motifs et laisse derrière lui plusieurs centaines d'œuvres et d'esquisses liées au projet. Afin de pouvoir peindre des formats pouvant atteindre 50 mètres carrés, il construit un atelier en plein air sur sa propriété. Conformément à la commande, les œuvres qu'il crée doivent correspondre au style de la pièce et à la philosophie de l'université. Munch répond à cette exigence à sa manière, avec des sujets qui symbolisent les sciences et le monde universitaire, tout en rendant hommage au soleil, source de toute vie. Je voulais que les décorations forment un univers complet et indépendant, et je voulais que l'expression visuelle soit à la fois typiquement norvégienne et universellement humaine. Le projet comprend 3 grandes compositions et 8 toiles plus étroites, toutes hautes de 4,50 m. Au centre, large de presque 8 mètres, le soleil est la toile de fond de Lola, telle une mise en scène pour accueillir les manifestations officielles. En se propageant sur les autres panneaux latéraux, les rayons multicolores semblent sortir des cadres et incarnent cette fameuse lumière qui se propage, telle étant la mission pédagogique de l'université. Elle renvoie à l'idée de la nature comme précepteur, la lumière comme source qui anime autant les corps que les esprits. Dans sa conception de Lola, Munch appréhende l'espace comme un théâtre. Le soleil se lève au centre et sur les murs latéraux assis dans leurs paysages monumentaux et encadrant le public, des personnages incarnent les ancêtres norvégiens et renvoient à un sentiment commun et fraternel. Solène est la première œuvre réalisée par Munch pour ce projet qui s'étend jusqu'en 1916. Après plusieurs essais réalisés dès 1909, il peindra cet énorme format de 1911. Ce soleil brûlant qui se lève sur l'un des archipels du sud de la Norvège est l'un des motifs les plus célèbres de l'artiste expressionniste. La peinture rayonne de lumière, de chaleur et de nature, une représentation monumentale qui incarne la toute-puissance de l'astre solaire, symbole de force vitale et de créativité. En épaisse couche de peinture et avec des couleurs vives, Munch nous entraîne dans sa vision de la lumière et de l'illumination. Ces rayons multicolores occupent toute la partie haute de la toile et garnissent le ciel bleu clair de touches joyeuses pouvant même évoquer l'intensité des feux d'artifice. En tant que pièce maîtresse des décorations, elle se distingue nettement des autres panneaux. Aucune trace de l'homme, seule règne la nature telle une divinité, une œuvre unique à la puissance symboliste quasi non figurative. Munch a certainement voulu représenter la puissance régénératrice de la lumière, l'espoir qui naît à chaque jour nouveau, ainsi que l'éblouissement de l'éveil au savoir. J'ai vu le soleil se lever au-dessus du rivage rocheux. J'ai peint le soleil. Solène est peut-être la plus grande réussite de la peinture murale moderne. Structuré symétriquement, il occupe parfaitement le fond de la salle, dominant par sa taille, sa frontalité totale et la puissance de l'image. Une ligne d'horizon nette et droite sépare les eaux du ciel. Les couleurs sont appliquées avec abondance et harmonie. La lumière éclaire l'océan, les rochers et une mince bande de verdure. L'immense soleil brille et ses rayons s'étendent à l'infini. Il est la source de toute vie. Cependant, cette omniprésence du soleil n'était pas forcément prévue au départ. Munch a élargi la dimension de l'astre dans cette composition, le faisant passer d'un rôle mineur à un rôle essentiel. En effet, il avait d'abord proposé une montagne humaine qui s'élevait vers un ciel couvert de soleil. Cette représentation très chargée pouvait créer un sentiment de tension et d'anxiété chez le spectateur. Après réflexion et conformément aux conseils de ses proches, il abandonna cette version pour conserver une vision pure et intense du soleil, afin d'aller à l'essentiel. Ce soleil reproduit à maintes reprises et qui trône depuis 1911 dans l'université pourrait symboliser le renouveau d'un peintre qui était sur le déclin. Peut-être avait-il besoin d'un soleil si puissant, rempli de couleurs, qui éclatent dans le ciel, pour pouvoir faire face à ses angoisses existentielles, son anxiété quotidienne et sa peur de la mort. Ce soleil incarne aussi l'amorce d'un projet qui durera 6 ans et qui participe grandement à sa renaissance. Peut-être lui fallait-il un challenge aussi grand, à la mesure de son talent, pour contrebalancer ses troubles nerveux,
pour repartir encore plus fort et exalter sa volonté de vivre pleinement. Par ailleurs, ce projet de Lola a permis à Munch de se réinstaller en Norvège et de renouveler sa réflexion sur le paysage en tant que motif émotionnel. Le peintre donne ce qu'il a de plus précieux en lui, il donne son âme.